On va commencer comme ça avec nos deux amis Alexandre Langlois, Régis de Castelnau qui sont avec moi. Bonjour à vous deux. Bonjour Clémence. Bonjour Bonjour, Clémence bonjour Alexandre, je rappelle. et bonjour à tous les auditeurs. Effectivement. Alexandre, je rappelle notre chroniqueur police et Régis, plutôt côté justice, avocat à la cour, auteur du blog Vue du droit et de ce livre Une justice politique. Alors, pour commencer, on a beaucoup d'actualités et ça tombe bien, on aura un petit peu plus de temps que d'habitude pour aborder ces questions. Évidemment, actualité oblige, je voudrais commencer par parler de la manifestation des agriculteurs. Évidemment, vous l'avez vu, on l'a tous suivi, on en a parlé déjà nous hier. La colère ne cesse pas. Le syndicat majoritaire FNSEA et JA ont déposé hier une liste de 24 revendications avec demande de simplification des normes, aide financière ou fiscale, crédit d'impôt sur le GNR, hein, le fameux qui est à l'origine de l'embrasement, un refus clair des accords de libre-échange. Et puis, on a vu cette vidéo, et là je me tourne plutôt du côté d'Alexandre Langlois, où on a cru, et nous, Roxane en avait parlé hier dans son Flash Info, on a cru voir des forces de l'ordre ouvrir le chemin aux agriculteurs manifestants comme une forme finalement de lutte qui se rejoignait entre police et agriculteurs. Voilà des questions qui sont posées. Alors d'abord, peut-être d'un point de vue général, Régis de Castelnau, comment réagissez-vous à cette manifestation qui commence à prendre une grande ampleur? Ah ben moi, personnellement, je soutiens le mouvement des agriculteurs, évidemment. Je soutiens le mouvement des agriculteurs. Ce que je note, pour rester dans mon champ d'intervention, c'est que le pouvoir est beaucoup plus tolérant avec les agriculteurs qu'il ne l'a été avec les Gilets jaunes. Oui, Hein. pour le moment, oui. C'est même revendiqué par M. Darmanin. Je pense qu'il y a peut-être du côté du pouvoir la peur Et oui. de l'embrasement, la peur d'une escalade, d'un mouvement qui ensuite devienne incontrôlable. Et j'ai vu qu'il y avait d'autres corporations qui avaient très envie de se joindre au mouvement. Hmm. Et puis il y a peut-être aussi, tactiquement, laisser les choses prendre une certaine ampleur pour pouvoir obtenir de Bruxelles des concessions. C'est possible. Ça, je ne connais pas assez bien le dossier pour ça. Je sais simplement qu'on a, comme les autres ministres, on a un ministre de l'Agriculture qui est une calamité, qui a dit à une députée Oui, qui est qui est elle-même ouvrier agricultrice, agricole, oui. vous devriez aller sur le terrain pour Hmm. voir ce qu'il en est. Ben, merci monsieur, j'y vis, j'en suis issu. Oui. Bon, donc, mais ça, c'est toujours la même catastrophe. Et puis bon, se déchaînent à ce moment-là les sociologues qui viennent nous dire, après avoir piétiné les gilets jaunes, qui viennent nous dire, mais non, ça n'aura pas d'incidence. Ce sont des CSP+, les agriculteurs. Je pense que ça leur fera plaisir d'apprendre qu'ils sont CSP+. Oui. Et que par Et puis c'est une conséquent, façon de bon, dénigrer également les gilets jaunes qui, donc, dans ces propos-là, étaient considérés comme moins que rien, quoi. ah oui, oui, bien sûr, bien sûr. Et d'ailleurs, c'est très intéressant, toujours sur le plan juridique et judiciaire. Je ne sais pas ce qui va se passer. La phrase de Darmanin, c'est de dire oui, mais il n'y a pas d'incident sur les ronds-points. Il n'y avait pas d'incident sur les ronds-points avec les gilets jaunes. Ça n'a pas empêché une répression massive, Hmm. une répression d'abord policière et ensuite une répression judiciaire qu'on n'avait pas vue depuis la guerre d'Algérie. Oui. Donc, là, cette fois-ci, on voit bien que d'ailleurs, c'est assez ancien. Le rapport aux agriculteurs, quand ils font des mouvements, alors que le pourcentage de population qui est aujourd'hui travaille dans l'agriculture est faible Et en oui, France, très faible, ce qui est oui. normal, Hmm. hein, c'est une évolution. Malgré ça, on a très peur des paysans. On a très peur parce que, bon, en général, ils n'ont pas froid aux yeux, et Oui. ensuite, la population les soutient. C'est Hmm. eux qui nous donnent à manger. Donc, c'est clair qu'ils sont assez populaires. Oui, oui, là, on voit bien d'ailleurs, en général, c'est 89%, enfin, entre 80 et 89% de soutien annoncé au mouvement des agriculteurs aujourd'hui. Il y a aussi autre chose à prendre en compte, évidemment, c'est qu'il y a les élections européennes qui s'approchent et évidemment, tout embrasement pourrait faire basculer le vote d'un côté ou de l'autre. Et on sait très bien que la Macronie craint que le mouvement ne fasse qu'accélérer une tendance à aller voter plutôt vers le Rassemblement national d'ailleurs. Alors, Alexandre Langlois, d'abord sur la vision générale, puisqu'avec vous, on n'avait pas encore parlé de ce sujet-là, et puis évidemment sur ces forces de l'ordre, comme on a pu voir d'ailleurs à un moment donné avec les Gilets jaunes, certains CRS qui déposaient leur casque. Comment vous interprétez tout ça?
Oh là, sur complètement autre chose en fait. On est sur là des ordres de Darmanin qui dit, comme il y a eu le drame qui s'est produit avec qu'un chauffard qui a forcé un barrage des agriculteurs, et il y a eu donc deux personnes qui sont mortes, une agricultrice et sa fille. Oui. Derrière, pour éviter tout nouveau problème, Gérald Darmanin dit, en plus de je soutiens le mouvement des agriculteurs, je vais les escorter et les protéger. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, quand les agriculteurs vont faire une action coup de poing, ils sont escortés par la police pour faire cette action Ah, coup de donc c'est poing. une escorte C'est une organisée. escorte Ah officielle, oui, non mais voilà. d'accord. Donc, Oui. il n'y a pas de problème. Et là, on est sur un soutien officiel du gouvernement, c'est-à-dire à ce mouvement. C'est-à-dire que encadrer les manifestations, c'est normal d'un point de vue ordre public. Les aider à faire des actions qui sont pas forcément légales ou à la limite de la légalité, là, on est sur un autre domaine. Hmm. La deuxième chose aussi, c'est qu'on parle beaucoup on parle des élections européennes. Il y a quelque chose d'intéressant. Les sondages aux dernières élections présidentielles, les agriculteurs ont voté majoritairement Et oui, Emmanuel Macron oui, et c'est en vrai. deuxième les Républicains. Donc Hmm. c'est son électorat. Troisième point également, c'est qu'il y a des normes européennes sur lesquelles Emmanuel Macron n'est pas forcément d'accord. Par exemple, la limitation des pesticides et d'avoir des circuits courts avec plus de bio. Et oui. Les agriculteurs qui sont là sont ceux de la FNSEA et des jeunes agriculteurs, donc ils ne sont pas tous les agriculteurs, mais plutôt les gros agriculteurs avec des énormes exploitations Oui. et pas les petits agriculteurs locaux qui nous nourrissent réellement. Parce qu'en fait, c'est ça aussi, c'est l'imagerie populaire et l'image d'Épinal. On nous dit ils nous nourrissent, oui, mais là on parle surtout des gros céréaliers, des grosses exploitations, et on ne parle pas des petits maraîchers, etc., qui ne sont Oui, pas mais avec les mêmes les problèmes. deux sont. En fait, c'est ça qui est intéressant. D'ailleurs, nous, hier, on avait une émission très révélatrice sur ce sujet. On avait des agriculteurs non syndiqués indépendants qui en veulent énormément aux gros syndicats. Et puis, on en avait un de Jeunesse Agricole, le vice-président de Jeune Jeunesse agricole, Agricole. ouais. Oui, Jeune agriculteur. jeune agriculteur, pardon. Euh, des JA, quoi. Eh bien, on voyait bien qu'ils avaient une vision du monde complètement différente, mais quand même, celui des JA nous disait oui, mais là, pour le coup, il faut qu'on unisse nos forces. Mais il y en a un qui en effet, reprochait à ces gros syndicats de finalement, entre guillemets, pactiser avec le diable et de participer à la mondialisation de l'agriculture française, en fait, et de la Ben, c'est ça, c'est financiarisation. qu'en fait, il y a certains sujets où ils vont pas être d'accord et que Emmanuel Macron a tout intérêt à soutenir ce mouvement, entre guillemets, indirectement, pour éviter déjà pour les élections, pour éviter un embrasement, parce qu'il y a aussi au niveau, juste tout simplement force de l'ordre, pour déplacer un tracteur, les policiers et les gendarmes n'ont pas beaucoup de matériel. Et oui, c'est ça. Donc, Ça pour revient à ça, ce que disait Régis tout à l'heure, qui disait on est particulièrement, entre guillemets, tolérant par rapport à la manifestation des agriculteurs quand on compare à celle des Gilets jaunes. Oui, mais là, ils ont quand même, ils sont quand même assez armés en général, hein. Ils ont bah, des armé, même tracteurs. juste à Ouais, garer le tracteur, c'est fini. Sur la ouais. région parisienne, c'est deux véhicules qui sont capables de pousser des tracteurs. Mm. Donc, si jamais, quand ils vont faire des manifestations, comme c'était il y a quelques années, avec 50, 100 tracteurs, bah, c'est fini en fait. On peut en pousser deux, il en reste 98. Ouais. Donc, dans le reste de la région, dans le reste en France et dans les régions, c'est pareil, le même problème se pose. Donc, en fait, une fois de plus, le gouvernement Emmanuel Macron est dans la même logique, fort avec les faibles et faible avec les forts. Donc là, Mm. les agriculteurs ont un pouvoir de levier. La deuxième chose derrière, c'est qu'effectivement, il y a certains sujets où par exemple contre les pesticides, etc., où Emmanuel Macron a intérêt à jouer la carte agriculteur français contre l'Europe pour limiter certaines règles, parce que en tant qu'européiste affirmé, il ne peut pas aller contre des normes européennes. Et à côté de ça, par contre, effectivement, il y a un drame plus général au sein de l'agriculture où les agriculteurs peuvent se retrouver. Il y a un malaise profond dans toute la profession, je Mm. rappelle, parce qu'avec un suicide, un suicide tous les 2 jours dans l'agriculture, donc qui est la profession qui est le plus touchée en nombre de suicides tous les ans. Donc ce qui veut dire qu'il y a un malaise profond et quelque chose où il faudrait tout refonder. Et c'est pour ça qu'aussi il peut y avoir un mouvement, un embrasement plus général si jamais tous les agriculteurs s'y mettent et pas seulement les grosses centrales syndicales, enfin les deux principales qui sont quand même beaucoup au niveau des lobbies européens quand même. Donc en fait, Et c'est un oui. petit peu voilà le serpent qui se mord la queue en disant attention, on est contre ça, mais on joue le jeu du système à fond. Donc il y a ce côté paradoxal, mais au final derrière, c'est cet accompagnement effectivement, ce qu'il y a par exemple, il y a quelque chose d'assez ironique. Ils revendiquent une exonération pour leur taxe sur l'essence parce qu'en consommant beaucoup. Je rappelle que c'est ce qui avait embrasé les gilets jaunes à l'époque, et là le gouvernement est prêt à faire des concessions. On n'est pas prêt à leur enlever toutes les taxes, mais à leur faire quelques concessions, alors que pour les Gilets jaunes, c'était directement la police. Donc c'est une fois de plus ce deux poids, deux mesures, avec un État qui n'est pas un État, je veux dire, de droit. D'ailleurs, Emmanuel Macron avait dit en 2017, je vais vous sortir de l'État de droit, donc il nous prouve régulièrement. C'est un État, en fait, on arbitre en fonction des intérêts politiques du moment. C'est-à-dire qu'on ne Oui. fait pas respecter la loi, on ne pas la loi, on dit bah là c'est des amis, donc on va dire d'accord, là c'est pas des amis. Donc je veux dire voilà, parce que sur l'écologie, je rappellerai Sainte-Soline, etc., les répressions étaient aussi féroces. Donc en fait, c'est une répression à géométrie variable selon les intérêts politiques du moment et non selon un cadre juridique qui devrait être le même pour tout le monde. Oui. Oui. Alors, sur comment dire,
les complaisances du pouvoir, je pense moins, comme Alexandre, qu'il s'agisse d'une façon de flatter son électorat. Les agriculteurs, ils ont effectivement voté Macron et LR, mais enfin, ils ne représentent pas grand-chose numériquement. Moi, je pense qu'il y a une peur de l'étincelle qui met le feu à la Et plaine. oui. Ils sont pas fous, ils savent très bien. Enfin, ce gouvernement, alors ils ont un appareil de communication, ce remaniement, c'est grotesque, ça fait un flop. Regardez ce qui arrive à la ministre de l'Éducation nationale. On a une affaire par jour hein, qui la concerne. Enfin, tout ça tourne un petit peu au ridicule, mais il ne se passe rien en 2022, c'est-à-dire il y a maintenant bientôt 2 ans. Emmanuel Macron a été réélu avec 58% des voix, alors que toutes les études montrent qu'il est profondément détesté. Donc, l'étincelle qui met le feu à la plaine, c'est-à-dire que tout d'un coup, le mouvement démarre et s'étend, fait très très peur à ce pouvoir, très peur. Mais Donc, oui. je pense que c'est moins les élections européennes où il va y avoir 80% d'abstention, il va en sortir des chiffres symboliques avec une avance probable du RN. Non, je pense qu'ils ont très très peur que ça dégénère. Mais Euh, justement, et restons. ils ont raison d'ailleurs, Mais ils oui, ont voilà. raison. Et moi, j'aimerais bien que d'une certaine façon, ça dégénère. Hein. Mais restons un tout petit peu sur ce côté, ça peut dégénérer. Moi, de ce que j'ai entendu de l'agriculteur non syndiqué hier, il dit, mais moi, en fait, c'est fini. C'est pas, on va revenir sur le GNR qui va changer quoi que ce soit, ou les quelques négociations du FNSEA avec le gouvernement. C'est fini, je suis en colère, je veux qu'on change radicalement de paradigme. Et ça, changer radicalement de paradigme, je crois que c'est le cas aussi, l'envie de pas mal de Français finalement qui souffrent. On avait eu encore hier un boulanger juste avant qui a eu plus de 2 300 € de facture en plus d'électricité que ce qu'il avait déjà avant à payer, et qui nous dit, mais tout ça, attendez, on marche sur la tête en fait, là on est en train de se suer pour pouvoir réussir à ne pas réussir à vivre en fait. Donc tous ces gens-là sont véritablement en colère, et il est possible qu'il y ait quelque chose, une convergence des luttes à ce niveau-là. Dans ce cas-là, il faudrait que, par exemple, pour le mouvement agricole, ce soit la base qui dépasse les organisations syndicales qui mènent le mouvement pour le moment, ou d'autres organisations syndicales qui sont plus sur justement ces circuits courts et cette remise en couche de systèmes de production massive, qui reprennent la tête du mouvement pour que ça puisse avancer. Parce que Mais là, il y a les deux mouvements en même temps, je crois, hein. Moi, oui, mais il y a les deux, mais du coup, il faut que pour le moment, ceux qu'on entend et qui ont le plus gros Oui. levier, c'est la FNSEA, parce que c'est eux qui ont lancé le mouvement, donc jusque-là, c'est logique, mais c'est plus des businessmen que des agriculteurs. Enfin, je veux dire, ils sont sur des cours mondiaux, ils sont sur beaucoup de choses qui sont pas sur l'agriculture qu'on se fait locale. Donc, si la base dépasse, effectivement, ça pourrait être intéressant, sinon, on sera une fois de plus dans un entre-soi avec des leviers de pression, mais Oui. on ne change pas le système, on reste sur les règles du C'est même ça, système. évidemment, évidemment. Donc, à voir en effet ce qui va se passer, et si la base, comme vous dites, et puis toutes les autres, entre guillemets, luttes, vont pouvoir se rejoindre pour faire passer véritablement un message, mais de toute façon, un message que ce gouvernement ne souhaitera pas entendre, mais qui pourrait éventuellement faire trembler, en tout cas, faire trembler les autorités. Alors, changeons un peu de sujet, à part si vous vouliez rajouter quelque chose là-dessus, Régis. Non. Alors, ça s'est passé cette nuit, donc c'est également une très forte actualité. Eh bien, des débats âpres à l'Assemblée nationale, et finalement, 99 députés ont voté dans la nuit donc pour l'article unique du projet de révision constitutionnelle concernant cet accès à l'avortement. La fameuse proposition donc de réviser la Constitution pour y intégrer l'IVG. Alors, c'est un article qui ouvre à la révision. Le vote solennel à l'Assemblée aura lieu le 30 janvier, et puis vote au Sénat le 28 février. Alors celui du 30 janvier ne fait guère de doute. Concernant le vote au Sénat, il va y avoir un petit peu plus de discussions, puisqu'il y a des discussions autour de l'écriture, en fait, de la formulation, puisqu'il y a cette formulation de liberté garantie qui fait tiquer les cadres, notamment à droite, hein. Liberté garantie. Alors, je vous cite la phrase, c'est: la loi détermine les conditions dans lesquelles s'exerce la liberté garantie à la femme d'avoir recours à une IVG. Voilà, donc certains chez les LR trouvent dans liberté garantie une brèche pour un allongement de la durée légale sans que le Conseil constitutionnel puisse après s'y opposer. Voilà un peu donc le sujet IVG, en tout cas, qui est mis et qui a été ouvert largement pour être intégré dans la Constitution. Peut-être là, pareil, je me tourne vers Régis de Castelnau en premier sur ce sujet. Alors, premièrement, je suis scandalisé par cette opération de communication, cette diversion qui consiste à
monter un processus de, excusez du peu, révision de la Constitution sur un problème qui n'existe pas aujourd'hui. En France, personne ne remet en cause la possibilité de l'avortement, mais on essaye, parce que ça va faire joli dans le tableau, parce qu'on va avoir les féministes qui vont être contentes, enfin les féministes un peu extrémistes qui vont être contentes, et on veut loger le droit à l'avortement, on le transforme en liberté, on veut le loger dans la Constitution où il n'a rien à faire. C'est quoi une constitution? C'est les règles du jeu de fonctionnement des différentes institutions dans leur rapport entre elles. C'est pas le lieu où on met la recette de la tarte tatin, on met je ne sais quoi. Alors je ne veux pas comparer la question de l'avortement à une recette de cuisine, mais enfin, et puis surtout, on voit très bien la manœuvre. On voit très bien la manœuvre parce que mettre la possibilité de l'avortement, et je préfère utiliser cette expression, la mettre dans la Constitution, c'est la mettre à l'abri de la souveraineté populaire dans une démocratie représentative. Parce que ce que vous venez de Oui, dire, Clémence, ce que vous venez de dire concernant, ah ben oui, mais vous comprenez, ça permettra, il faut attention aux allongements, ben ça, c'est la responsabilité de l'Assemblée nationale. Alors, pour que chacun comprenne bien, je suis favorable, oui, à la bien possibilité sûr. de l'avortement. C'est jamais facile pour une femme qui y est confrontée. Je crois qu'il ne faut pas se raconter d'histoire. Je regrette que ce soit malheureusement en France un peu un système massif de contrôle des naissances. Je préférerais qu'il y ait d'autres moyens, mais c'est comme ça. Et puis bon, moi je suis un homme, donc je ne suis pas confronté physiquement à ce problème. Mais je déteste cette opération en ce qu'elle est vraiment de la pure démagogie. La question du droit à l'avortement en France n'est pas posée. Il est réel, accepté par toute la population. Quand vous regardez comment dire, tous les partis politiques, personne ne le remet en cause. Et en ce qui concerne ceux qui sont des militants anti-avortement et qui le sont pour des raisons religieuses, et je peux comprendre, ça c'est respectable d'avoir une foi religieuse, le problème c'est qu'ils sont extraordinairement minoritaires. Enfin, écoutez, il y a 5% des Français qui pratiquent encore la religion catholique, qui était la religion et qui est toujours la religion dominante dans ce pays. Alors moi je veux bien, mais avant que les gens de Civitas arrivent au pouvoir, il va se passer beaucoup, beaucoup de temps. Non, c'est une opération putride de communication d'Emmanuel Macron. Ouais. Oui, et qui permet d'ailleurs de ne pas parler de beaucoup d'autres choses. Ben, Alexandre c'est Langlois. ça. Bah oui, pour revenir, c'est quand on veut rien faire, surtout on fait une nouvelle loi, parce que du coup, derrière ça, est-ce que ça va remettre des personnels à l'hôpital? Est-ce qu'il va y avoir plus de moyens derrière? Est-ce qu'il va y avoir des programmes de prévention par exemple, justement, pour éviter d'être enceinte, etc. Non, il y aura rien du tout derrière, c'est juste du marketing une fois de plus. On est sur de l'apparence, et voilà, parce que d'ailleurs, juste petite ironie, dans la Constitution, dans le préambule de 1946, qui a valeur constitutionnelle, il y a le droit d'obtenir un travail. Du coup, est-ce qu'il y a encore du chômage en France? Oui, ça n'a rien changé du tout. C'est Oui, pas c'est parce qu'on ça. le met dans Oui, une de la Constitution que ça change quelque chose. oui. Donc, comme disait Régis, la Constitution, c'est les règles du jeu. Là, on met des trucs qui n'ont rien à voir avec les règles du jeu. Est-ce que la question 1, est-ce qu'il y a une remise en cause aujourd'hui? Non, comme le dit Régis. Donc, en fait, on est en train de créer un faux débat sur un endroit où il n'y a pas de problème, Bah si oui. ce n'est à l'hôpital derrière, parce qu'il n'y a pas de moyens de façon générale. Donc, en Mm. fait, ça me fait penser qu'on ne veut pas faire quelque chose, on fait quelque chose de communication. Comme quand on ne veut pas résoudre des problèmes, on fait une nouvelle loi pénale qu'on C'est empile. ça. Voilà. Et dernière chose, on nous dit que ça va être sacré dans la Constitution. La Constitution, on en discutait avec Régis. Sur la Constitution d'origine, 30 articles qui n'ont pas été touchés sur les 90. Donc ça veut dire qu'ils changent ça du jour au lendemain comme ils veulent. Et dernier petit point, est-ce que la Constitution nous protège vraiment? Je rappelle que quand on avait voté non au traité européen, voilà, on nous a dit bah, on va quand même contourner votre truc. Donc voilà, donc la Constitution, on est vraiment sur du marketing parce que même les personnes qui disent on va mettre ça parce que ça va être sacralisé dans la Constitution, la piétinent régulièrement tous les jours. D'ailleurs, Donc oui, oui, vous avez mais tout bon. à fait raison. Et dans le même genre, et ça me permet de faire une transition, on a ce fameux Conseil constitutionnel qui est censé, pareil, être sacré, la voix de la Constitution française, finalement, et qui, on sent, est complètement instrumentalisé. Dernière actualité en date, évidemment, la fameuse loi immigration. Il se trouve que la décision du Conseil constitutionnel va être rendue aujourd'hui, à compter de 16h30, donc à partir de 16h30, on verra bien. Et on sait que c'est le chef de l'État lui-même, Emmanuel Macron, qui a décidé de saisir le Conseil constitutionnel parce qu'il était mal à l'aise avec les concessions que eux-mêmes
les macronistes ont fait aux républicains lors des négociations. Donc voilà comment ça se joue aujourd'hui. Donc pour éliminer ce qu'eux-mêmes ont accepté, eh bien on fait appel au Conseil constitutionnel. Donc on voit bien le côté instrumentalisé. Et d'un autre côté, le Rassemblement national qui lui, il verrait une bonne nouvelle pour pouvoir insister sur la nécessité d'une révision de la Constitution. Donc là, on revient encore sur le côté sacralité de la Constitution. Alors, je voudrais ajouter une chose, Ouais. Clémence, concernant l'avortement. Ça a été voté à l'Assemblée nationale. Ensuite, il faut que le Sénat la vote dans les mêmes termes. Et ensuite, si c'est une révision par voie parlementaire, une révision de la Constitution, on met tout ce petit monde en tas à Versailles, au Congrès, et il doit y avoir une adoption à la majorité des 3/5. Oui. Je ne sais pas si elle sera obtenue, parce que j'ai vu la prise de position du président du Gérard Sénat, Larcher, oui. qui est sur la même ligne que moi. C'est-à-dire, attendez, c'est pas le problème. Hein, ça n'a pas sa place dans la Constitution. Oui. Constitution. Alors, ce que vous dites, et j'en profite pour vous parliez de transition, pour la décision à venir cet après-midi du Conseil constitutionnel, je rappelle que ce Conseil constitutionnel est totalement dévoyé depuis maintenant une trentaine d'années, c'est-à-dire qu'on en a fait quasiment le lieu de l'élaboration de la loi, parce qu'il fait des contrôles, on se rappelle, c'est-à-dire que tous les textes qui lui sont soumis, il les réécrit, il dit ça va, ça va pas, ce qui est assez inouï, hein, et on se rappelle de ce texte pénal qui punissait les passeurs de migrants, et le Conseil constitutionnel a dit que c'était contraire à la fraternité de la devise républicaine qui faisait partie de la Constitution, ce qui est une absurdité toute simple. Mais ça, c'est M. Fabius. Le vrai législateur actuellement en France, c'est Laurent Fabius. Bon, donc en ce qui concerne cette loi immigration, il va y avoir, je ne sais pas, peut-être des annulations, j'en sais rien. Ah, on vous a perdu. Alors. Il est censuré, Régis. Oui, Régis, ça y est, il commence à critiquer un petit peu trop notre ami du Conseil constitutionnel. Du coup, on l'a perdu. Je ne sais pas si c'est un problème de connexion. Ah, ça y est, on vous a retrouvé. Oui. Alors, on va faire un test. Est-ce que vous pouvez encore dire du mal du Conseil constitutionnel ou vous allez être encore censuré? Ah non, vous avez vraiment... Ah là. Régis? Pourtant, on avait un bon son. Régis, on vous entend de loin. Moi, je ne vois pas ce qui se passe. Aujourd'hui, on est vraiment... Je ne vois rien, donc je ne peux même pas voir si la connexion est mauvaise ou quoi. On va continuer. Bah, c'est pas grave, Alexandre. Ouais. Bah, on en revient sur On toute va la le même bande retrouver. de copains. On avait Moscovici pour la préparation du texte sur l'immigration qui avait dit je rends mon rapport quand j'ai envie. Donc là, finalement, ça va être maintenant un de ses copains, Laurent Fabius, qui va décider ou pas de ce qu'on valide ou pas. Et comme tu l'as très bien dit, Clémence, en fait, on est sur de l'hypocrisie et de l'instrumentalisation. C'est-à-dire que les macronistes veulent une majorité à l'Assemblée nationale, il faut passer un truc, et ce qui les intéresse pas derrière, ils font censurer par le Conseil constitutionnel en disant c'est pas nous, c'est eux. Donc effectivement, c'est facile. Et au début, une fois de plus, dans la Constitution de la Ve République, le rôle qu'a le Conseil constitutionnel n'était pas du tout celui-là. C'était pas un rôle politique, c'était un rôle. Ils avaient mis ça un petit peu pour la retraite des sages, j'allais dire. Et c'est devenu un rôle primordial. Et c'est là, du coup, je rappelle que c'est une fois de plus des personnes nommées et pas des personnes élues. Et donc, c'est quand même toujours quelque chose d'assez sidérant que des personnes nommées aient le dernier mot sur des personnes élues. Oui. Le système représentatif n'est pas idéal, mais c'est encore un peu plus démocratique que des gens nommés. Donc, on est sur quelque chose de complètement lunaire et au final, on bride les choses. Après, par contre, ce qu'on peut dire derrière, c'est que si les parlementaires veulent vraiment reprendre les choses en main, une fois de plus, la Constitution, ça change. Ils peuvent faire des demandes plutôt que pour des choses annexes qui n'ont pas à être dans la Constitution. Ils peuvent dire on peut faire des changements de Constitution pour faire passer ce texte-là. Et là, une fois de plus, les parlementaires ne sont pas là. Oui. Alors, Régis, vous nous avez rejoint? Non, on n'a pas Régis. On l'a en image. Ah, on l'a en image. Écoutez, c'est pas grave, on va continuer. Et puis dès qu'il peut, il prendra la parole, Régis. Voilà, en tout cas, on a bien compris. Donc, Conseil constitutionnel complètement dévoyé. Moi, j'aurais voulu demander à Régis ce qu'il pensait justement du fait de changer ces institutions. Je sais que vous, Alexandre, vous êtes pour le Conseil constitutionnel justement et d'autres institutions qui sont non élues pour mettre un maximum justement de votation entre guillemets et d'avoir des institutions qui nous représentent vraiment. J'aurais voulu demander. Ouais. Je sais pas si on a récupéré Régis. Non, il est toujours au loin. Je regarde Oui, les images. je pense. C'est bon. Voilà. Alors bon, j'ai eu un problème de... Hop là. Parce que vous disiez du mal du Conseil et hop, vous avez été censuré. Vous avez vu, c'est automatique.
Et alors en plus j'ai un problème aussi de caméra. Je sais pas pourquoi alors j'ai la caméra du petit portable. Et ben on va s'en contenter. Oui, Bon, donc oui, ce que je voulais dire, c'est que le Conseil constitutionnel, alors il va peut-être faire comme si vous voulez quand on rentre dans un hypermarché, hop, il va prendre sur les rayons les choses qui lui déplaisent. Il va faire plaisir avec Fabius, il va bien sûr faire plaisir à la petite gauche. Mais le problème, Macron comme ça se débarrasserait des choses qui l'ennuient, ça lui permettrait de faire du en même temps, comme d'habitude. Comme d'habitude. Parce que normalement, si le Conseil constitutionnel démantèle cette loi, à ce moment-là, Emmanuel Macron, s'il était courageux, mais il ne l'est pas, bien sûr, oui. eh ben, il devrait. Vous voulez, le moyen de contourner le Conseil constitutionnel, si le Conseil constitutionnel annule une loi, ou bien annule tellement d'articles qu'elle ne ressemble plus à rien, c'est de venir devant le peuple par un référendum. Parce que les lois qui sont soumises à référendum, elles sont d'abord transmises au Conseil d'État qui donne son avis, mais c'est tout. Ensuite, il n'y a pas de contrôle de constitutionnalité des textes directement adoptés par le peuple, ce qui est tout à fait logique. Alors, ça n'a jamais été utilisé, ça, hein, mais le problème, c'est que Emmanuel Macron, là, de nouveau, il fait une opération tactique. Hein, il se met d'accord à distance, je ne sais pas s'ils s'en sont parlé, mais ça ne m'étonnerait pas, avec Laurent Fabius pour que les choses les plus gênantes, qu'il coupe un peu de sa gauche, parce qu'il a quand même perdu quelques ministres. Oui, oui, oui. Hein. Enfin, il les a perdus, c'est-à-dire qu'ils se sont manifestés, ils ont manifesté leurs humeurs, il y a eu un remaniement et hop, dehors. Bon, donc voilà, je pense que c'est de nouveau du Macron chimiquement Oui, pur. mais C'est ça, une manipulation. mais pardon, mais est-ce que c'est pas énorme, je veux dire, pour la population, s'il s'en rend compte, de se dire, bon, il y a des choses qui se passent à l'Assemblée, mais de toute façon, c'était prévu à l'avance, ça, on fait des faux semblants et on va retoquer tout ça dans un petit conseil d'amis de 8. Non, mais c'est quand même dingue. Mais c'est ce qu'est devenu cette constitution de 58. Il faut quand même rappeler qu'initialement, il n'y avait que 3 personnes qui pouvaient saisir le Conseil constitutionnel. Président de la République, Charles de Gaulle à l'époque, il y avait le Premier ministre et le président de l'Assemblée nationale et le président du Sénat. Premier ministre, non. L'exécutif était représenté par le président de la République. Après, il y a eu une extension avec c'est Giscard qui a fait une extension avec 65 parlementaires pouvant le faire. Et puis après, il y a eu un grand virage, c'est-à-dire que le Conseil constitutionnel s'est attribué des compétences qu'il n'avait pas. Il y a Hmm. eu une espèce de coup d'État qui a Oui. eu lieu, et donc Et, il quand a ça? Il a eu inventé lieu quand, ce coup d'État? Qu'on n'a pas remarqué? 1971. Oui, d'accord. Hein, et c'est le début, hein, le début d'une jurisprudence et la création du fameux bloc de Ah oui, constitutionnalité. d'accord. C'est-à-dire que Ah c'est oui, pas c'est vrai. seulement la discordance avec le domaine de la loi et du règlement, ce que j'appelle les règles du jeu. Non, non, c'est on a considéré que le préambule de la Constitution de 1946 qui avait été repris, Oui, ensuite la on y a Déclaration des droits injecté de la l'homme. Déclaration Oui. des droits de l'homme, etc., etc., et c'est devenu une espèce effectivement, de magma dans lequel le Conseil constitutionnel, dont le secrétaire général est un conseiller d'État et dont le président est nommé pour 9 ans, rappelons-le quand même. Hein, et là, actuellement, on a un Conseil constitutionnel qui est enfin, qui a été constitué quasiment par le Parti socialiste. Oui. Donc voilà, et cette loi. 70% des Français, il y a eu des sondages qui ont été faits, l'approuvaient, peut-être sans en connaître le détail, mais parce que la Et question sans de comprendre la dérive. l'immigration Oui. est très sensible. Eh ben, on va leur apprendre que leur voix n'a aucune espèce d'importance. Hmm. Mais non, parce que je voudrais juste revenir, parce que je pense que c'est assez primordial ce que vous nous expliquez là, Régis, concernant ce bloc de constitutionnalité et ce coup d'État, entre guillemets, de 1971. Donc, je reprends et vulgarise pour tout le monde. En 1971, on a élargi donc la Constitution, le pouvoir du Conseil constitutionnel d'étudier les lois au regard non seulement de la Constitution, mais donc de ce qu'on a appelé le bloc de constitutionnalité. Et c'est tout ce que vous décrivez tout à l'heure, dont la Déclaration universelle des droits de l'homme, la Déclaration des droits de l'homme 1789, etc. Donc on a élargi leur pouvoir. Mais est-ce qu'on a aussi, on leur a donné un pouvoir différent? Est-ce que leur fonctionnement a changé à ce moment-là? Ah non, 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 c'est toujours. Ils sont renouvelés par tiers. Hmm. Vous avez donc le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale et le président de la République qui nomment
chacun un tiers Mm. de la composition, ils sont 9, hein, et c'est tous les 3 ans qu'on Oui. le renouvelle, Oui, mais le mais donc mandat est de ils 9 auraient ans. pu déjà, entre guillemets, usurper de leur couronne de conseil constitutionnel avant 1971 en partant d'une base de la Constitution. Mais non, mais le problème qui s'est produit, c'est que il y avait peu de lois qui lui étaient soumises, puisqu'il n'y avait que 3 possibilités de saisine. Et donc, une des premières décisions, c'était concernant la liberté d'association. On Mm. avait considéré, il y avait eu un texte qui disait qu'une association ne pouvait se constituer qu'après accord de la préfecture. Hein. Il y avait, c'était ce qui était liberticide d'ailleurs. Et donc, le Conseil constitutionnel, là, a pris cette décision et a commencé à venir sur le terrain du bloc de constitutionnalité. Ce qui a ensuite fait dégénérer les choses, c'est quand Giscard a élargi la saisine. Ah, c'est C'est ça plus aussi. les Oui, 3 personnages, c'est quand vous avez 65 parlementaires qui peuvent le faire. oui. Donc aujourd'hui, mais tous les textes, Et ça date quasiment. de quand? Pardon, Régis, mais là, on fait un cours de droit. Ça date de quand, Alors, l'élargissement? Giscard est élu en 74, comptez probablement 75, 76 par là. Donc, on a eu finalement en fait un coup d'État en deux temps. Le bloc de constitutionnalité qui a élargi les compétences de révision du Conseil constitutionnel et l'élargissement de la saisine quelques années plus tard. Absolument. Absolument. Et si vous voulez, quand vous donnez des pouvoirs à une structure, bah, elle va vouloir s'en servir, hein, Mm. elle va Bien sûr, bien l'élargir. sûr. Donc, ce sont vraiment les 2 mécanismes qui ont perverti ce qu'avait voulu De Gaulle. Mmh. Hein. Non, mais c'est très C'était intéressant. C'était peut-être un petit peu trop technique pour certains, mais ça permet vraiment, en fait, ça nous explique aujourd'hui dans quel monde nous sommes. Donc, c'est vraiment important de s'arrêter là-dessus. Alors, on a. Oui, Sur deux précisions sur ça aussi, oui. pour aller plus loin même. Un Allez-y, point, c'est Alexandre. qu'on a encore élargi la saisie du Conseil constitutionnel indirectement avec la question prioritaire de Tout à fait. constitutionnalité Ah en oui, 2008. Oui. Ce qui veut dire que là, en fait, il y a des lois qui sont votées, des lois qui ont déjà été votées, qui sont en service depuis des années. Et là, on peut dire depuis 2008, n'importe quel citoyen qui va au tribunal peut dire, attendez, moi je m'attaque parce que la loi qui me plaît pas, elle est anticonstitutionnelle. Oui, C'est-à-dire qu'en fait, on est en train de remettre les règles du jeu à chaque fois dans des oui. mains de gens qui ne sont pas élus, du coup. Et derrière, ce que je disais, c'est qu'on vole une partie du pouvoir du Parlement, effectivement, mais le Parlement peut faire des modifications de la Constitution, Mmh. ce qu'ils ne font pas, sauf pour des choses annexes qui n'ont pas à y être. Voilà. Oui, et vous avez tout à fait raison. Et je pense que là, Régis ne nous contredira pas. Je sais que c'est très utile pour les avocats quand ils ont essayé toutes les voies de droit, etc. Hop, une question prioritaire de constitutionnalité, et ça permet éventuellement de remettre certaines choses et de relancer leurs affaires. alors pour être très clair, ma Oui. chère J'accuse Clémence, un peu votre profession là. Oui, oui, vous me allez-y. pointez, je suis opposé à la réforme. Devinez qui? Sarkozy. Sarkozy, l'Américain, il Mmh. a voulu faire un contrôle a posteriori, alors que le contrôle du Conseil constitutionnel est a priori. La loi est votée, on ne peut pas la promulguer si jamais il est saisi, si dans les conditions que j'ai décrites, on ne peut pas la promulguer tant qu'il ne s'est pas prononcé. Bon. Mmh. Et s'il annule, on ne peut pas la promulguer, évidemment. Bien, là, c'est des lois anciennes, c'est-à-dire qu'on injecte une insécurité juridique dans l'ordre juridique français qui est tout à fait considérable. Et j'ajoute, alors attention, quand on soulève une QPC, comme on dit chez Oui, nous, oui. question prioritaire de constitutionnalité, ça obéit à des règles assez strictes et il faut que les juridictions devant lesquelles on saisisse considèrent que c'est sérieux et le transmettent au Conseil constitutionnel. Bien. Le problème, c'est que vous avez raison, ça redonne un pouvoir extraordinaire au Conseil constitutionnel. Il avait un pouvoir de contrôle a priori, il devenait le véritable législateur, et maintenant, il a une machine à voyager dans le temps. Oui, Il oui. peut parfaitement Alors, je repartir vous en arrête parce arrière qu'il et sur des textes très anciens. je voudrais qu'on aborde notre dernier sujet. Il nous reste seulement 4 minutes parce que alors, on avait d'autres personnes qui étaient prévues. Et comme on a tout décalé, bah, les pauvres, on leur a donné d'autres horaires. Je ne voudrais pas les décaler deux fois. Alors, sujet important que vous avez, Régis de Castelnau, que vous avez remarqué, souligné, c'est cette préfecture des Alpes-Maritimes qui a pris un arrêté récemment, là, c'était le 19 janvier, pour interdire la projection et le débat autour d'un film documentaire sur le général iranien Qassem Soleimani. Et alors, il se trouve que le communiqué de presse est assez étonnant. Je cite, hein,
Cette manifestation présente un risque important de trouble à l'ordre public et que des propos à caractère antisémite ou constituant une apologie du terrorisme soient tenus. De plus, les organisateurs et intervenants de cette projection s'inscrivent dans un courant faisant une large part à la propagande des théories complotistes, conspirationnistes et antisionistes. Dans le contexte géopolitique actuel, suite à l'attaque du Hamas, blablabla, il est absolument inconcevable d'envisager la tenue de cette projection débat. L'antisémitisme n'est pas une opinion, c'est un délit. Voilà. Vous vouliez réagir et je donnerai la parole à Alexandre C'est Langlois. Vous voulez, je hallucinant. précise tout de suite, on n'aura pas le temps, vous voulez aborder l'affaire Dieudonné, on le fera la semaine prochaine. Mais allez-y C'est sur le Pardon, général. pardon Clément, c'est hallucinant. Déjà, il y a la débilité. L'antisémitisme n'est pas une opinion, c'est un délit. Non, monsieur le préfet, vous êtes un analphabète juridique, je suis désolé. Hein. L'article 10 de la Déclaration des droits de l'homme, la française, celle de la Révolution, dit que la liberté d'opinion est absolue. Moi, ce que j'ai dans ma tête, si j'ai envie d'être nazi dans ma tête, je suis nazi dans ma tête. En revanche, l'article 11, sur la liberté d'expression, dont on dit aussi qu'elle est absolue, mais elle peut être limitée s'il y a un intérêt public qui le permet. Mais le problème, et c'est la clé de ce communiqué délirant, de cette décision délirante, c'est que le contrôle de la liberté d'expression, et je radote, vous le savez Clémence, c'est un contrôle a posteriori, Eh oui. une fois qu'on a dit les bêtises, hein, que on peut être contrôlé et puni, et c'est le juge qui doit le faire, et pas un préfet analphabète. Hein. Ça, mais c'est proprement monstrueux. Mm. Alors, Soleimani, je ne sais pas ce que c'est que ce film, hein, mais on n'interdit pas des manifestations a priori, modalité d'expression de la liberté d'expression, et la manifestation, c'est une projection hein, dans une salle fermée, et ensuite, on ne nous donne pas des cours de morale comme ça. Les opinions du préfet, je m'en fiche, il n'a pas à en faire état. Il est préfet républicain, donc neutre et impartial. Et donc, s'il y a un trouble à l'ordre public, les gens vont se battre, il y aura une manifestation devant le cinéma, je veux bien. Mais c'est pas ça qu'il dit. C'est pas ça. Hein. Il vient Oui, il a commis créer une erreur en fait, même un dans son trouble à l'ordre communiqué. Oui, public immatériel. oui, C'est-à-dire que vous ne pensez pas comme moi, c'est un trouble à l'ordre ouais. public. Ouais, Mais c'est la Pravda. invraisemblable. Non, mais c'est Il vraiment la devrait être Pravda foutu là. dehors du corps de la préfectorale. Oui, Là, parce que je c'est suis une erreur. Il aurait pu être plus malin que ça et dire seulement crainte de troubles à l'ordre public. En général, ça passe. Mais là, il explique qu'il a peur de la propagande de théories complotistes, conspirationnistes et antisionistes. Voilà, on a mis tous les méchants dans le même camp, dans le même. Allez, Alexandre Langlois à ce sujet. Et puis, vraiment désolé parce que je voulais qu'on aborde l'affaire Dieudonné, qui en fait qui est une suite logique de ce qu'on vient d'aborder. Mais c'est pas grave, on fera un gros sujet de Dieudonné la semaine prochaine. Allez-y, Alexandre Langlois. Ouais, comme résumé, on est sur une police de la pensée, c'est-à-dire qu'à priori, on n'a plus le droit de penser ça. Voilà, c'est contrôlé dans l'autre sens. Donc c'est dramatique. Et oui, Deuxième chose, d'un police de point la de vue, pensée. voilà. Deuxième chose, d'un point de vue ordre public, ça montre une déficience, une fois de plus, de l'État. L'État doit assurer l'ordre public en tout temps et pas interdire les choses qu'il ne veut pas gérer. Donc c'est-à-dire qu'en fait, il assume ne pas avoir les moyens de gérer éventuellement un débordement sur la voie publique. Et qu'est-ce qui se passe si les gens se réunissent quand même, ce qui est souvent le cas, il n'aura pas les moyens de le faire cesser. Donc en fait, on est sur quelque chose de l'impuissance de l'État caractérisée. Et enfin, d'un point de vue, si c'est vraiment des gens très dangereux qui se réunissent, génial, ils sont tous au même endroit. Les services de renseignement ont Oui, été ravis de venir faire un c'est petit ce que tour. vous disiez Et la bien dernière sûr. fois, ça. Ouais. voilà, et comme le résume Régis, si jamais des propos sont tenus qui ne sont pas conformes à la loi, le juge intervient derrière. Donc en fait, tout était réuni pour que soit on garantisse la liberté d'expression et que les gens puissent s'exprimer dans un cadre qui respecte la loi. Dans le cas contraire, il y aurait eu à avoir un service de police qui fait régner l'ordre sur la voie publique, derrière des services de renseignement qui puissent éventuellement repérer des gens intéressants. Et si jamais des propos sont tenus hors de la loi, la justice qui tombe. Donc là, on est sur quelque chose, pas d'un préfet républicain comme l'a dit Régis, on est sur un préfet macronien qui tient à sa carrière, qui serre les pompes comme beaucoup aujourd'hui. On est sur une cour élargie qui veut dire faire plaisir au maître. Voilà, on en Ouais. est là. Oui, On alors lui a taillé un bel uniforme, hein, Clémence. oui, alors comme il nous reste encore une minute, on va pouvoir peut-être aborder rapidement l'affaire Dieudonné, puis on reviendra là-dessus. Dieudonné donc a été condamné pour avoir organisé son spectacle dans un château. Il a été condamné à 8 000 euros. Il faut savoir que Dieudonné, pour le coup, c'est justement ce genre d'affaire-là, c'est-à-dire il a déjà été condamné, on l'appelle même désormais la jurisprudence Dieudonné, condamné avant même d'avoir produit son spectacle. Donc on arrive sur la même histoire là, Régis, que cette histoire de condamnation avant même d'avoir rendu ou d'avoir eu lieu le film sur ce général iranien. Alors, une astuce a été trouvée par un parquet. Il y a un procureur qui a
a trouvé intelligent de faire ça, c'est-à-dire qu'il a loué une salle pour faire un spectacle dit de théâtre, mais c'est du théâtre que fait Dieudonné, Oui. hein, et il a donc, sans que le loueur, celui qui louait son local, ne sache que c'était un spectacle humoristique de Dieudonné, qui maintenant fait relativement attention Et de oui. ne pas se trouver de nouveau à dire des bêtises. Eh bien, le parquet a dit c'est une escroquerie. C'est-à-dire qu'il organise un spectacle, sur le contrat, il y a marqué spectacle de théâtre, or c'est du Dieudonné, c'est une escroquerie, donc il s'est trouvé un parquet pour le poursuivre, c'est de la censure préalable, D'accord. c'est incroyable. Oui. Et il s'est trouvé des magistrats du siège pour le condamner. Si vous voulez, la liberté est vraiment en danger dans notre pays. Hein. C'est pas seulement von der Leyen qui dit que le pire danger que connaît le monde, c'est ceux qui pensent pas comme nous. Là, c'est vraiment la mise en œuvre par les magistrats, parquet et ensuite juge du siège, d'une censure préalable qui est insupportable. Ok, bah écoutez, merci beaucoup à tous les deux. On a pris le temps en tout cas d'aborder toutes ces questions, Alexandre Langlois, notre chroniqueur police-justice, et puis je vais donner votre dernier livre, Essayez la démocratie au bal masqué de la Macronie. On est vraiment toujours dans cette actualité-là aux éditions Talma, et Régis, Une justice politique aux éditions L'Artilleur. Tocsin continue.